Bonjour, maintenant nous sommes avec Édouard Tivoli, directeur financier de la société familiale donc Tivoli. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'historique de cette entreprise qui n'est pas forcément très connue? Alors, Tivoli, c'est une société qui est centenaire, qui a été créée en 1917 par mon arrière-grand-père, qui était ingénieur aux aciéries du Gine en Savoie et qui a constaté que la France, à l'époque, manquait d'outillage et d'outils coupants. Il a proposé un projet à l'autorité militaire qui consistait à capter l'énergie d'un ruisseau d'un petit village à côté d'Albertville, qui s'appelle Tours en Savoie, de transformer cette énergie en électricité et avec l'acquisition de quelques machines en Angleterre, d'arriver à commencer une petite production d'outils coupants qui étaient indispensables pour fabriquer concrètement des armes en cette époque guerrière. Et depuis, l'entreprise a évolué, mais ça, peut-être qu'on en parlera. Oui, justement. Donc aujourd'hui, l'entreprise, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Quels sont les marchés finaux? Alors, si on fait un saut dans l'histoire de 100 ans et qu'on se projette aujourd'hui, Tivoli, c'est une ETI qui est cotée sur le marché Euronext compartiment C. C'est une société qui conçoit, qui fabrique, qui commercialise des outils coupants. Alors, les outils coupants, c'est quoi? C'est tout ce qu'on met au bout d'une machine, plus vulgairement pour le grand public une perceuse, mais ça peut être également des outils industriels qui servent à percer, mais pas simplement, ça peut être également de fraiser, de tarauder. Concrètement, c'est les outils qui permettent de transformer la matière, d'enlever de la matière dans les trois dimensions, donc dans le X, Y et Z. Aujourd'hui, nous sommes présents sur deux marchés principaux. Le marché du consumer, c'est-à-dire le DIY, donc les Bricorama, les Castorama, les Leroy Merlin, et également les distributeurs professionnels d'un côté, et de l'autre côté, les marchés industriels, c'est-à-dire l'aéronautique, les marchés de l'énergie, et également ce qu'on qualifie, nous, de qualité industrielle, c'est tout ce qui concerne les produits médicaux qui peuvent être une business unit à part entière. Et aujourd'hui, on fait à peu près 83 millions d'euros de chiffre d'affaires en normes IFRS. Et vous êtes sur des marchés qui connaissent une progression annuelle de quel ordre? Alors, si on regarde, la question c'est l'évolution des marchés sous-jacents. Les marchés sous-jacents sont en évolution dans des proportions très fortes. Concernant par exemple l'aéronautique, les données que j'ai, c'est des progressions de l'ordre de 8%. Dans le médical, de l'ordre de 4 à 5%. Dans toute la partie consumer, c'est-à-dire toute la partie distribution, bricolage, on est dans des progressions de l'ordre de 3 à 3,5%, mais avec l'arrivée d'Internet et notamment tout ce qui concerne la digitalisation de l'économie, on a des potentiels de développement extrêmement forts qui peuvent dépasser les 10% à mon sens, sur les marchés sous-jacents. Donc après, c'est à nous d'être performants dans cet environnement, mais on est porté par un environnement très favorable. Et comment vous vous situez par rapport à vos concurrents? Vous êtes leader sur certains créneaux? Alors ça, c'est une question piège, mais c'est une question d'habitude. On ne parle jamais de concurrents, à mon sens, mais on parle de confrères. En revanche, sur les deux marchés, si on prend la partie consumer, c'est-à-dire la partie DIY et le retail, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. En France, sur la partie DIY, on est considéré comme le leader. Et je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est des éléments qu'on arrive à rassembler qui nous permettent de le confirmer. Et sur la partie qui est la partie professionnelle, on est considéré comme un des leaders. Après, sur la partie industrielle, sur l'industrie, le marché est tellement vaste qu'on est composé de différentes niches où on a des technologies spécifiques. Donc il n'y a pas vraiment de leader, il y a plutôt des spécialistes de certains domaines. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur la partie, par exemple, aéronautique, on est fournisseur de rang 1 de l'industrie aéronautique. Donc ça veut dire qu'on fait partie des fournisseurs stratégiques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innovations sur votre marché? Est-ce que vous êtes obligé de consacrer une somme d'argent importante à la R&D? Ça, c'est une question qui est toujours qui nécessite un petit peu de pédagogie ou d'explication. Je veux dire que si on regarde les budgets R&D, c'est pas ça qui est significatif. Ce qui est significatif, c'est qu'on est dans des domaines où on doit innover sur deux niveaux. Le premier niveau, je préfère donner des éléments qualitatifs là-dessus que des chiffres. Le premier niveau, c'est l'innovation marketing pour toute la partie consumer, où on doit être constamment à l'écoute du client, voire devancer les besoins du client. Mais quand je dis le client, c'est le client final, ce n'est pas notre client forcément acheteur, pour proposer des solutions techniques nouvelles. Sur cette partie-là, par exemple, on avait identifié il y a 2 ans un besoin concernant les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables, qui ont des systèmes de vis un petit peu particuliers. On a créé
un kit smartphone et électronique qui a été une de nos plus grandes ventes, meilleures ventes. Et ça, c'est de l'innovation marketing, technologique, mais marketing. À côté de ça, vous avez de l'innovation technologique pure, et ça, on la retrouve souvent dans tout le secteur, qui est le secteur industriel et aéronautique, où là, on doit faire face à des évolutions de matériaux qui sont usinés. Dans l'aéronautique, vous avez des substrats avec du carbone, de l'inconel, du titane, des sandwichs de matériaux qui sont en constante évolution. Il faut être capable de travailler en collaboration avec nos clients aéros pour proposer des outils qui soient précis au centième près. Donc ça nécessite énormément d'innovation. Et à titre d'exemple, on a un centre de recherche appliqué à l'outil coupant qui est interne à la société qui est à Saint-Étienne, avec des ingénieurs qui sont dédiés à ces applications, qui reçoivent parfois certains de nos clients ingénieurs de l'aéronautique qui viennent se former chez nous. Et associé à ce centre, on a recruté un doctorant qui fait de la recherche fondamentale associée à la détermination des micro-fissures dans la formation des trousses, qui est un problème très important dans l'usinage aéronautique, parce que si vous arrivez à maîtriser cela, vous arrivez à réduire en fait les cassures de pièces, et les cassures de pièces ont l'origine souvent de défaillances aéronautiques graves. Donc la recherche et l'innovation, pour nous, ce n'est pas simplement le crédit d'impôt recherche, ce n'est pas simplement des budgets, c'est plutôt un état d'esprit où on doit à la fois être performant d'un point de vue technique, mais également dans l'innovation pour comprendre ce que veut le client final. Quelle est la présence de Tivoli en dehors de France? Quel est le poids des ventes internationales? Quelle est la présence, pardon? De Tivoli à l'international? Alors, c'est 50% de l'activité qui est en dehors de la France. Concrètement, aujourd'hui, on est présent sur différents territoires. Aux États-Unis, on a une activité où on achète aux États-Unis notre matière première, on transforme cette matière première aux États-Unis, on la vend aux États-Unis. On a à peu près 170 personnes présentes là-bas sur le marché US. Aux USA, on est le leader américain de la fabrication de tarots. On fait uniquement de la contre-marque, mais on a une position de leader. Ensuite, à l'international, on est également présent en Espagne. En Espagne, on a à peu près une centaine de personnes. On est un des acteurs importants dans le domaine du tarot et également des paniers molettes, qui sont un système très technique. Je ne rentre pas dans le détail, mais on est plutôt dans l'activité de l'outil coupant industriel. Ensuite, on est également présent en Chine, où en Chine, on vient de déménager d'ailleurs dans une nouvelle zone industrielle et dans un espace qui est 2 fois plus important que le précédent et qui est 2 fois plus pertinent parce qu'on est dans un environnement plutôt industriel et aéronautique du côté de Shanghai. Et on emploie à peu près 100 personnes dont la vocation, c'est de développer, de produire des outils destinés au marché asiatique. Et depuis la Chine, on arrive à capter des marchés sur la zone, notamment l'Australie, pour être très clair. Et je pense qu'on est également présent au Mexique, mais par une filiale commerciale, où on essaye de vendre nos produits dans l'activité mexicaine, où il y a beaucoup d'industries, notamment dans le nord du Mexique, dans l'aéronautique. Et également en Angleterre, où on a une filiale de production qui est toute petite, mais pour servir des grands comptes aéronautiques anglais et qui a beaucoup de sens. Alors, quel est le plan de marche de Tivoli à moyen long terme? Comment vous voyez l'entreprise d'ici 3, 5, 10 ans? Alors, je crois qu'Alphonse Allais disait que les prévisions étaient toujours très difficiles à faire, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Donc, c'est très difficile de dire comment l'avenir va se passer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux de société qui dépassent notre propre entreprise et qu'on essaye d'appréhender. Pour moi, il y a 2 enjeux majeurs. Il y a d'abord l'enjeu des nouveaux canaux de distribution qui sont liés à l'arrivée d'Internet, qui sont une transformation fondamentale de l'acte d'achat par l'utilisateur final. Donc il faut qu'on soit capable, à la fois dans l'activité industrielle et à la fois dans l'activité grand public et consumer, d'être capable de transcender en fait cette évolution de société tout en respectant nos relations historiques avec ceux qui feront que nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire nos clients historiques, avec qui nous avons des relations depuis 30 ans, de 40 ans pour certains clients, donc une relation très forte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de rentrer dans un schéma de digitalisation de l'économie et de nos produits. Donc on travaille depuis plus de 2 ans maintenant sur un système de PIM, c'est-à-dire de rendre en fait numérique l'ensemble de nos produits afin de pouvoir les pousser chez nos clients, chez nos distributeurs, de manière électronique pour qu'eux puissent les mettre sur les places de marché et les propulser sur Internet dans la perspective de nouveaux actes d'achat avec des nouveaux comportements. Ça, c'est, à mon avis, une transformation fondamentale dans le futur. Et il y en a une deuxième qui, à mon avis, est un peu plus court-termiste, mais qui est tout aussi fondamentale. C'est qu'on est assez convaincu qu'aujourd'hui,
la production, la capacité à maîtriser nos flux de production nous donne un avantage concurrentiel incroyable. Et on est extrêmement vigilant sur l'évolution en fait géopolitique, parce que dans le monde actuel, les choses peuvent être agitées. Et il faut être à l'écoute de ce qui se passe, notamment au niveau des matières premières. Nous, on consomme de l'acier très technique, des aciers spéciaux, avec des alliages particuliers. On a un credo, c'est la qualité premium. On est une ETI cotée, une ETI familiale. La famille détient à peu près 73% du capital. La marque, c'est notre nom, c'est mon nom, c'est le nom de mes frères, le nom de mon père. On travaille ensemble et nous, ce qu'on veut, c'est maintenir ce niveau de qualité. Et on a un degré d'exigence sur le sourcing, notamment des matières premières, qui est extrêmement fort et qui va au-delà en fait des variations monétaires, des variations de prix. Je veux dire qu'on a une vigilance très très forte sur tous ces sujets de maintien de la qualité d'un point de vue industriel. Très bien, merci beaucoup. Je vous invite à vous rendre sur le stand Tivoli si vous avez de plus amples informations. Merci.